I know how it feel to wake up, fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad. Les gars, un plaisir d'être réunis à nouveau. Ça faisait un petit moment. Aldric, Mika, comment vous allez? Bah écoute, très bien, hein. Très très bien. Moi, c'est un plaisir de faire ça avec vous à chaque fois, vous le savez. Et j'espère qu'on pourra le faire plus souvent. Mais bon, chacun est très occupé, je le sais. Mais bon, Effectivement, c'est moi, Mika, il est pas c'est très toujours. sérieux. Ah, Mika, c'est toujours de la faute de Mika si on écoute un peu. Ouais, Euh, non, mais en ce moment, je suis dans le kitesurf, c'est pour ça. Je suis un mec du kitesurf. Ah là là. Écoutez, l'essentiel, c'est qu'on est tous là. Aldric, tu as eu une grosse actualité ces derniers temps. Et on n'en a pas parlé en temps et en heure. Mais donc, du coup, on est là pour revenir sur l'actualité. On avait Manon Fiorot qui faisait son grand retour lors de l'UFC Paris. On démarre par ça? Ouais, allez, alors let's attends, go. parce que je vais introduire différemment, si ça te Vas-y. dérange pas. C'est que ouais, d'habitude on a l'habitude de faire avec Aldric le trio et malheureusement c'est une habitude qui s'est perdue. Mais aujourd'hui c'est vrai qu'on t'invite parce qu'on a envie que tu nous parles du cas Manon Fiorot. Et pour moi il y a deux choses que j'aimerais développer. C'est tous ceux qui sont amoureux du sport, qui connaissent le sport, qui sont amoureux de la technique, du MMA, etc. savaient que Rose Namajunas c'est quasiment ce qui se fait de mieux en MMA féminin au monde. Et c'est vrai que j'ai eu le sentiment que la performance de Manon Fiorot n'a pas été appréciée à sa juste valeur, et par les médias, et par du public. Et limite, on s'est servi de sa performance pour dire, vous voyez, on peut gagner des fois sans vouloir briller. Comme si on voulait s'appuyer sur elle pour faire croire que, alors qu'elle venait de battre, pour moi, l'une des meilleures filles de MMA au monde. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va y revenir, c'est que je comprends pas aujourd'hui à quoi l'UFC est en train de jouer entre Blanchfield et Manon Fiorot. On sait que le combat entre Shevchenko et Grasso, mais on va y revenir, c'est ce qui pouvait se passer de pire, on va dire, pour la suite pour Manon Fiorot. Et que maintenant, inévitablement, de toute manière, je pense qu'on va avoir un Manon Fiorot Blanchfield. Mais j'arrive pas à comprendre cette histoire de ranking, pourquoi elle est passée deuxième, elle est redescendue troisième, sans aucune explication. Voilà un peu sur tout ce que je voulais revenir avec toi. Et évidemment, on va prendre ensuite ton analyse pour le combat Zebo Doumbé. Et on reviendra avec toi aussi sur les annonces qui ont été faites pour Sola, qui va faire la ceinture des 70 ORS, et de Virgil Eugène à 84. Voilà, c'était juste pour cadrer un peu Allez, ce que je voulais Donc, qu'on travaille. on commence chronologiquement, du coup. Vas-y, Ouais. Sur, Abou, je te laisse lancer. sur Manon Fiorot, Rose Namajunas, est-ce que tu penses que cette performance, en tout cas, là, ce que Michael disait là précédemment, le fait que Blanchfield, enfin, que Grasso et Shevchenko, ça part d'une potentielle trilogie, est-ce que tu penses que la performance de Manon, elle a joué sur cette décision-là? Non. Alors déjà, je vais t'amener du crousty. Après, les gens qui vont démarrer cette vidéo, vous allez devoir patienter 10 minutes. Dans 10 minutes, il y a un mini crousty. Je dis mini parce que c'est pas fou, hein, ce que je vais raconter, Crousty mais ça a Light, quand comme même. il dit Mika. Comment t'as dit? Crousty Light. Un crousty light. Donc déjà, la performance de Manon, j'aimerais juste parler de deux choses en parallèle. Le pari, on sait revenir des croisés, pas facile. La plupart des experts avec qui j'ai parlé, ils m'ont dit que tu récupérais une aisance complète, un non-épanchement et une flexion totale au bout de 15 mois. C'est la date. Les footballeurs, bien sûr, qui reprennent avant, on sait pourquoi, ils font des ponctions, il y a beaucoup de moyens dans le football qui ne sont pas ceux du MMA. Donc, première des choses, le pari... L'USADA est moins regardante avec les footballeurs. Ouais, clairement. Mais le pari de revenir en 10 mois, c'était un pari osé, qu'on a vraiment réussi. Moi, je suis pleinement satisfait de ce qu'elle a proposé. Après, effectivement, avec l'aide de Jérôme Volrin et de Christophe Midou, j'ai fait un game plan qui était essentiellement debout. Et on avait un plan B qui était de lutter, mais c'était le plan B. Pourquoi ce plan B, c'était de lutter? Parce que quand tu reviens des croisés, que tu n'as pas encore la flexion totale, que tu as encore le genou un petit peu avec du liquide dedans, et que quand même, c'est en luttant qu'elle s'est blessée, tu vois. On a souhaité faire ça debout. Pourquoi on n'a pas changé de game plan? Parce que pour moi, la victoire, elle est totale et écrasante. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas l'engagement physique qu'un Benoît Saint-Denis a mis. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le chaos que Morgan ou Cyril ont pu faire, c'est vrai, mais c'est un combat maîtrisé de A jusqu'à Z, dans lequel elle n'a pas été mise en danger, hormis le coup de tête que Rose lui met. Il fallait se positionner de façon claire et évidente.
Blankfield, de l'autre côté, avait pas fait une très très belle performance contre Santos, Merci. puisqu'ils ont qualifié le combat de boring, et c'est pas moi qui le dis, c'est la plupart des podcasts américains. Donc ça, c'est pour le côté perf de Manon. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'adversité. Il faut être honnête. Et avec les gens qui nous écoutent, je sais que votre podcast, il est très écouté. Donc Manon, là où elle sera la plus forte, c'est quand il y aura de l'adversité. Et c'est pas avoir la grosse tête que de dire que ce soir-là, ben, il n'y en a pas eu. Elle n'avait pas les armes roses. Elle a pourtant tenté des super belles choses, que ce soit des déplacements, des remises, de la lutte enchaînée, que j'ai bien aimé. Hein, les timings, ils étaient bons. Mais ce soir-là, Manon, elle voyait venir. Elle était au-dessus. Elle frappait plus fort. Et elle a mis plus de coups. Point à la ligne. Et je pense qu'on aura une Manon quand il y aura un peu plus de difficultés en face, contre peut-être une Blankfield, même si moi, si jamais on fait ce combat, je serai très confiant sur le match-up parce que effectivement, que ce soit en défense de lutte, en cache contrôle et pour relancer musculairement derrière. En fait, pour battre ce genre d'individu, quand je dis ce genre d'individu, je parle de ces lutteurs grappleurs qui mettent beaucoup d'intensité. Il faut être prêt physiquement. Et il faut que les épaules elles aient du répondant derrière quand tu as défendu ou quand tu as été amené au sol. Je peux faire un parallèle très simple hein, avec ce qu'on a vu de Mansour ce week-end. Je pense qu'il a manqué un peu de prépa physique à Mansour. Et dans les séquences où il devait relancer, il n'a pas été capable de le faire. Et je pense vraiment que c'est des fighters. Il faut du sérieux pour les préparer. Alors, bien sûr qu'il faut des aptitudes de défense de lutte, de boxe, mais ça, Manon, on sait qu'elle les a déjà, elle l'a prouvé. Mais vraiment, une Blankfield, pour bien la préparer, avec les qualités qu'a Manon, il faut juste être sérieux dans la prépa physique. Et tu sais qu'elle va te coller un maximum, il faut être capable de défendre ça et de relancer derrière. Parce Donc, que du coup, moi j'y viens, j'ai bien aimé ce que tu as dit parce que c'est quelque chose que je pense, donc du coup j'aime bien. Il faut pas oublier, je trouve, là je fais le comparaison entre Manon Fiorot et Blanchfield, et quand on me dit entre guillemets que Blanchfield elle est plus pressentie ou c'est normal qu'elle soit, au vu de la performance de Manon entre guillemets, c'est ce qui se dit, que Blanchfield passe devant Manon. Mais les gars, tous ceux qui disent ça, ce sont les gars qui n'ont pas vu le combat de Blanchfield face à à Tayla, Santos. à Tayla Santos. Parce que déjà, si vous aviez vu le combat, vous sauriez que ça aurait été une split décision ou si la victoire allait à Tayla Santos, c'était la même chose. Déjà en numéro 1. En numéro 2, ce qu'a proposé Blanchfield, même sur son niveau de lutte, je peux vous assurer, les gars, qu'il y a eu des plus belles tentatives d'amener au sol de la part de Rosna Majunas que de Blanchfield. Blanchfield, j'en parlais à un moment donné, je disais que dans le MMA féminin de manière générale, sans faire de cas particuliers, ce qui est marrant, c'est que dans le MMA féminin, on s'aperçoit que les filles ont une tendance à venir lutter en mode judokate. C'est-à-dire qu'elles vont vous saisir et elles vont passer la hanche, elles vont venir crocheter. Et on voit très peu de lutte libre venir chercher une single, une double. Et on sait très bien qu'en MMA, ce qui marche le mieux, c'est cette lutte-là. C'est-à-dire qu'une fois que vous boxez, le gars, il pense que vous allez boxer et paf, vous venez le cueillir sur une double, sur une single. Et ça, c'est ce que Rose a tenté de faire avec Manon Fiorot. Et on a bien vu que c'était et physiquement et techniquement, c'était largement en dessous. Quand j'ai vu Manon Fiorot mettre les sprawls à Bercy, ça me faisait penser, tu sais à qui? À Fiziev. Tu sentais que c'est une belle comparaison. Les hanches étaient solides. Ça veut dire que elle était là et ses hanches, et elle n'était pas en retard, elle n'était pas en avant sur ses sprawls. Et le pire, ce qui était encore plus beau, c'est que derrière, elle prenait les angles. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle avait sprawlé, elle se mettait sur le côté et elle harcelait tout de suite en mode polonaise. J'ai oublié son nom, celle qui s'est mise à la retraite. Et elle harcelait son adversaire. Johanna. Et on l'a vu, Rose était complètement perdue. Je vais dire que la seule arme de Rose qui a pu faire mouche et qui aurait pu faire mouche, c'était son hypercute. C'est la seule chose que j'ai vue qui était peut-être un peu, mais sinon c'est une masterclass et c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre que les gens n'aient pas su apprécier ça. La deuxième chose que je voulais replacer dans le contexte, quand vous vous imposez face à la numéro 2, à l'ancienne championne d'une catégorie, à la seule fille qui a mis KO 2 fois la chinoise pour revenir, qui est actuellement championne à l'UFC, enfin, quand vous affrontez le top 2, le numéro 1 de votre KT, vous pouvez pas vous attendre à la même performance que si vous affrontez un numéro 300, un numéro 400, un numéro 500, un numéro 200 mondial. Là, même si les KT sont moins disputés chez les féminines, c'est ce qui se fait de mieux. C'est Rose Namajunas et c'est ce qui se fait de mieux depuis les 10 dernières années dans le MMA. Et donc, c'est pour ça que je tenais à féliciter la performance de Manon et que j'ai trouvé que c'est vrai que le public français n'a pas su apprécier à la juste valeur ce combat-là. Mais il faut être...
Vas-y, Abou, vas-y. Non, moi, je vais juste rajouter, en fait, pour comparer. En fait, c'est comme si, comme je disais à Mika, vu qu'en ce moment, Benoît, il a le vent en poupe, c'est comme si demain, tu avais Max Holloway qui montait de catégorie et que tu avais Benoît qui Ah, battait c'est une Max bonne Holloway. C'est comparaison. pour, vraiment pour qu'on. En fait, comme je disais à Mika, ce qui est malheureux, c'est que je trouve que la performance, elle a été minimisée. Ouais, après, tu sais, ce que je te disais, Abou, tu t'entraînes tous les jours. Mika, il a une carrière énorme. C'est un des GOAT du MMA français. Tu es capable d'apprécier ça. Après, c'est comme tout. Les gens aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont présents sur les réseaux sociaux ou qui viennent à Bercy et ils aiment le sang, ils aiment la violence. Et tant mieux qu'il y ait des gens qui aiment comme ça. C'est comme ça que ce sport, il va exploser, qu'il va devenir encore plus mainstream. Donc, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans une propagande comme ça. Je conçois qu'il y a un type de supporter qui soit plus excité par le combat de Benoît, par exemple, ou de Morgan que celui de Manon. Mais après, si tu es capable de recontextualiser la performance, le fait que Rose Namajunas, elle a des défaites contre Andrade, elle a une défaite contre Kowalczyk, elle a une défaite, sa troisième, si je ne dis pas de bêtises, c'est quoi? Andrade, Kowalczyk, qui elle a Sparza. perdu, et Sparza. Esparza. Pas ouais. Mais debout, elle n'avait jamais été battue. C'est-à-dire que Rose, sur du clinch, sur du grind, sur un combat, un mismatch comme celui d'Esparza ou sur un slam de Andrade à l'époque, elle a perdu. Mais debout, personne ne l'avait jamais battu. Donc la performance de Manon, elle est bonne, surtout sur un retour croisé qui nous a demandé 10 mois, sur lequel on s'est investi corps et âme. Donc si derrière, il y en a qui disent ouais, mais c'est pas fameux, c'est pas si. Non, il n'y avait pas de violence, effectivement. Elle n'a pas pris beaucoup de coups. Effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'adversité. Elle a fait son combat. Elle a dominé la plupart des momentum du combat. Mais nous, on est très contents. Et pour rebondir, avant de vous redonner la parole sur le classement, aujourd'hui, moi, j'ai fait ma petite enquête sur les classements. Je pense que l'UFC, quand ils le veulent, ils ont, ils savent mettre un peu la pression aux journalistes pour qu'ils votent dans leur sens. Exemple, qui date un petit peu, quand ils ont eu besoin de faire monter Islam et que personne du top 15 voulait le faire monter, ils ont mis un petit coup de pression, il a été upgradé très vite au classement et ça leur a permis de faire les match-ups qu'ils désiraient. Mais je pense qu'ils s'en occupent pas tout le temps, puisque quand Manon, normalement, dans la logique de ce genre de calcul, quand tu bats le 3, tu passes 3. Quand tu bats le 4, tu passes 4. Et je fais appel à vos souvenirs. Comme Manon, elle tape Maya, qui est quatrième au classement, elle passe 7. Pourquoi? Parce que je pense que des journalistes brésiliens et américains notamment, ils préfèrent œuvrer pour leurs fighters qu'ils connaissent. Mais je ne pense pas que c'est du racisme, c'est juste un peu de, comment on pourrait appeler ça, du copinage. Tu vois, je pense qu'ils sont plus enclins à mettre des gens qui parlent leur langue, avec qui ils ont déjà sympathisé et tout ça. Et je ne pense pas que ça reflète la décision de l'UFC. Est-ce que, avant de redonner la parole au Amika Abou, est-ce qu'il est l'heure du Krusty Light? Bah, vas-y, Ouais, hein. je Non, pense que oui. attends, juste avant le croustillant, attends, parce que moi, j'ai juste une J'attends. chose, c'est que déjà, la première chose, c'est, bah, tu viens, autant tu acceptes le fait que le public français n'ait pas su apprécier, entre guillemets, le grand public français au sens large, c'est-à-dire celui qui aime le sang ou qui est plus fan de l'UFC que de MMA, etc. Bon, on n'est pas su apprécier peut-être le combat, ok, mais les médias, tu vois, ça se justifie moins. Quand tu as un média, entre guillemets, ça se justifie moins que tu puisses peut-être pas apprécier, on va dire, la performance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose pour les classements, moi, ce qui m'interroge, c'est pas tant le fait qu'elle n'ait pas été upgradée ou autre, c'est qu'à un moment donné, ils l'ont passé deuxième, c'est-à-dire devant Blanchfield, et que là, Ouais, sans aucune raison, ils ont remis Blanchfield devant. C'est ça qui c'est juste. m'interroge. Pourquoi? Mais je suis d'accord avec ça et j'ai pas de réponse à te donner. Euh, concernant les médias, tu as vu, on s'est parlé par message, toi et moi, tu m'as dit, ah bon, moi j'ai pas trop trouvé. Et au final, tu vois, je vois que tu as un peu changé d'avis. Tu as vu, il y a quand même beaucoup de. En toute logique et en toute franchise, à part toi, enfin vous, en France, et Kenny Florian et Brett Okamoto aux États-Unis, non, je suis médisant. Il y a un podcast portugais aussi je vais donner le nom parce que j'aime bien donner les sources qui a encensé la performance de Manon. Mais on parle de 3 podcasts au milieu de beaucoup d'autres qui effectivement n'ont Après, soit pas été regardants, dans la réalité, il y a très peu de médias MMA en France, hein. Alors, vraiment des oui, médias enfin, qui vont analyser les combats. Après, j'ai pas envie encore de parler de la sueur, sinon Guillaume et Rost, ils vont me tomber dessus, ils vont me dire, ah, oui, ils savent que je les aime bien, mais force est de constater qu'effectivement, en tout cas, ça leur a pas fait une grande impression. Mais c'est pas méchant. Guillaume, si tu nous regardes, et Rost aussi, vos collaborateurs nous regardent, ça va plus être le cas. J'ai aucun, y a rien du tout contre vous. Alors, juste pour info, c'est MMA Auge, qui est un podcast portugais, enfin brésiliophone, lusitophone, je crois on dit exactement, qui,
qui a encensé ce combat, qui a dit qu'il y avait beaucoup de feintes, que le niveau technique était très haut. Et les portugophones écouteront, je redis portugophones exprès, qui avait un niveau technique. Ce qui m'a intéressé dans ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit qu'il y avait un niveau technique bien plus élevé que le Santos Blankfield, alors qu'il y avait une Brésilienne en face, tu vois. Donc, ils ont été très honnêtes dans leur analyse et j'ai bien aimé. Concernant après l'UFC, les médias, au moment où on se parle, et je vais lâcher mon petit crousti, je suis toujours quand même assez positif dans la future négociation qui va arriver à mon avis dans pas longtemps, d'ici 2-3 semaines, je pense, parce que oui, c'est le pire résultat qui pouvait arriver. Non, il y a un pire. Compte tenu de ce que je vais dire maintenant, il y avait un pire résultat. Valentina, elle a la main éclatée. Ils ont passé beaucoup plus de temps que prévu dans son opération. Il y a de multiples fractures. Et elle a dit elle-même dans un podcast accordé à ESPN il y a 3 jours ou 4 jours que avant l'opération, elle a été opérée hier, que la durée avant qu'elle puisse refrapper était de 4 mois. Donc ça veut dire une absence de peut-être pas un an, mais de une bonne 7-8 mois, je pense. Donc si elle avait gagné la ceinture, c'était encore pire. Parce que là, elle partait avec la ceinture, il y avait un interim title et va savoir qu'ils auraient choisi. Là, l'histoire entre Grasso et Manon, il y a une vraie histoire. Pour recontextualiser, parce que pareil, il y a des gens qui ont oublié Abu Dhabi l'année dernière, la culture de l'instant, elle existe malheureusement, et on a tellement des UFC toutes les semaines que les gens oublient. Ouais. On va leur rappeler un petit peu. Manon, elle bat Choukadian quand Choukadian, elle est numéro 1. Donc, elle est numéro 1 incontestée de la division pendant 7 ou 8 mois. Valentina Shevchenko, comme Manon n'est pas médiatisée, et ça, tu as raison de le signaler, Mika, carrément, Manon, elle est tellement pas médiatisée que Shevchenko, elle sait même pas que Manon est blessée. C'est-à-dire que Shevchenko, elle est blessée, tout le monde le sait. Enfin, je te garantis qu'à mon avis, j'apporte vraiment un croustille à nos auditeurs parce qu'en France, les gens n'écoutent pas trop les podcasts américains. On n'a pas on n'a pas une culture anglophone très poussée à part les fans hardcore. Donc les gens savent même pas s'il faut que Valentina elle fasse faire opérer, tout ça. Mais Valentina ne sait pas que Manon est opérée. Elle dit bah voilà, ma challengeuse c'est Manon. Elle a battu Kathleen. Oui, je Je me veux rappelle, j'avais l'affronter. vu ça. Ouais. Aux ESPN, pas aux ESPN, au Fighter Only Award Fighter. Elle dit ça. Et donc effectivement, Manon elle explique qu'elle est blessée et du coup c'est Grasso qui est 5 à l'époque qui prend le title. Donc il y a quand même une histoire à raconter derrière ça et je pense que ça va plaire à l'UFC. Il y a la France qui a un marché émergent, il y a le Mexique qui a un marché émergent, il y a le fait que Valentina, elle a fait un match nul et qu'elle est blessée, il y a le fait que Grasso, elle a pris la place de Manon volontairement, donc il y a une histoire derrière ça et je reste convaincu qu'on aura notre mot à dire là-dessus. Après, évidemment que les Américains, ça reste un show américain. Le seul truc qui nous sauve, entre guillemets, qui me permet d'être confiant, c'est que Blankfield, elle n'a pas fait une très grosse performance. Le combat, il a été qualifié d'ennuyeux. Elle a gagné vraiment à l'époque, au tout début, tout début du MMA, à l'époque des Mark Kerr, des Mark Coleman et ce genre de choses. Il y avait un terme qui a complètement disparu qui s'appelait lay and pray. Et Erin, elle a vraiment fait ça. C'est-à-dire qu'elle a collé, elle a prié, elle a collé, elle a essayé de faire des takedowns et clairement, elle a gagné grâce à un truc très ennuyeux que l'UFC n'aime pas du tout. Mais exactement, surtout avec la nouvelle règle des dommages. Surtout avec la nouvelle règle des dommages. Et je pense que c'est à notre avantage et que si, et je lui souhaite pas, hein, vraiment, Valentina Shevchenko, c'est une grande championne et que Manon, elle aurait aimé affronter, mais attends, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le futur parce que je pense qu'elle n'est pas cuite. Hein. Comme je pense que Rose va faire des dégâts en flyweight aussi. Mais je suis assez confiant et je pense que Grasso, Fiorot, ça peut se faire avant. Après, on l'a dit, s'il faut aller taper Blankfield, on ira taper Blankfield parce que Manon, elle est ceinture marron au moment où on se parle de jiu-jitsu brésilien. Et, petit crousti encore, Jean-Robert Monnier m'a dit, moi je veux l'avoir en kimono là pendant la pause parce qu'elle a vraiment fait d'énormes progrès. Et Jerry, c'est quand même un gars qui fait du jiu-jitsu depuis 2002, donc je pense que tout le monde sait il sait de quoi il parle et il connaît des qualités de grappleur et de jiu-jitsuka. À partir de là, maintenant, c'est pas une strikeuse. Hein. Moi, pour les gens qui me connaissent et qui sont déjà venus s'entraîner j'allais dire comme Mika et toi, mais Mika, il me connaît et toi, Abou, t'es déjà venu à la salle. Ma spécialité, c'est pas le striking, même si j'adore ça. C'est se rouler par terre, se coller contre une cage Ouais, il y a et beaucoup de lutter. contrôle et de ça. Là. C'est ma spécialité à moi. Donc, mes fighters, ils savent tous faire ça. Il n'y a pas de striker chez moi. Même s'ils ont une base solide et qu'on travaille beaucoup l'anglaise avec des gens comme
comme Damien Lapidus qui vient m'aider, comme Jean-Marc Tosca qui m'aide tous les jours. J'aime ce travail d'anglaise et ces déplacements auxquels je suis sensible, mais ma spécialité à moi, c'est se rouler par terre et coller contre la cage. Donc si mon propre athlète qui partage ma vie, qui s'entraîne avec moi 20 heures par semaine, elle ne sait pas faire ça, il y a un problème quand même. Donc oui, elle sait faire ça, et très bien. Et très bien. Mais du coup, j'ai une question. En fait, quand il se passe tout ça, là, par exemple, entre Grasso et Shevchenko, à ce moment-là, enfin, jusqu'à présent, tu n'as pas discuté avec le matchmaker ou il n'y a pas eu de message de la part de l'UFC? Alors, À demi-mot, pareil, j'en ai parlé à personne. J'en ai parlé à personne et je réponds franchement parce que tu sais que je lâche toujours tout ici. Là, pour l'instant, on est en train de refaire le visa et ils sont très pressés que ça arrive. Il n'y a pas eu de concret, rien, vraiment, de vous à moi. Mais ils me relancent tous les jours sur la possibilité que maintenant monte à Paris. J'ai dit quand vous voulez. On a refait faire le passeport. Et ils sont, en général, tu sais, tu as été, hein, Mika, aussi à l'UFC, quand ils te cassent les couilles pour le visa, c'est qu'ils ont un plan en tête, mais effectivement, pour le moment, il n'y a rien qui a été dit. Ça peut être, le visa, c'est pour que Manon puisse combattre sur le sol américain, c'est rien d'autre. Mais, ouais, je suis assez. Après, on s'y est fait, on sait que Manon est française, que ça reste un marché très important pour eux et émergent. Après, s'ils décident de faire une dinguerie sur Blancfilд, on ira la chercher, c'est pas grave. Hein. Comme je disais, ce match-up, il me plaît. C'est des businessmen et ils sont déjà en train de préparer aussi peut-être Bercy de l'année prochaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils se disent quoi? Ils se disent peut-être un numéroté. Tu vois l'ambiance de ouf à Paris et peut-être que ça passe par aller récupérer la ceinture et une défense à Paris. Tu vois, tu sais pas, mais sachant que eux ils se disent quoi? Shevchenko c'est une européenne. Bah du coup elle pourra faire sa défense. Eux ils ont tellement de plans en tête. Ils ont toujours et donc ouais, en tout cas on y croit. On y croit. Est-ce qu'il y a une chance de l'avoir d'ici fin d'année? Non, non. La temporalité. Alors, attends. Demain matin, Grasso, elle se chauffe, elle veut combattre en décembre, on va la chercher. Hein. Ok. Il n'y a aucun problème. Blancfield, non, je ne prendrai pas fin d'année. Tu vois, on acceptera le combat, mais quoi qu'il arrive, maintenant, le retour prévu. Il n'y a aucune blessure. Elle a déjà repris un peu la prépa. Je suis en train de voir pour faire venir une Brésilienne là, qui était au stage en Italie avec Flavio sur le mois de novembre, qu'elle reprenne. On aimerait mettre l'accent encore plus sur le grappling là pendant qu'on n'a pas de fight. Donc elle reprend l'entraînement d'ici une dizaine, une quinzaine de jours à la salle. Elle a déjà repris la prépa. Et la temporalité, ce serait premier trimestre 2024. Après, Grasso, elle se chauffe. Ils font un UFC au Mexique, il faut aller la chercher. On ne fait pas Noël et on va se battre pour ramener la tocante. On va la chercher. Hein. Ça, c'est une certitude. Ok, ok. Mika, tu avais quelque chose à rajouter sur ce sujet-là? Non, c'est bon, le sujet, moi, c'est atteint. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle peut-être Sur la de Tourpal. Sola contre le frère Younousov. Tourpal, ouais. Ouais. Alors, moi, juste, en fait, cette annonce-là, elle a été actée pour le 17 novembre, c'est ça? Non, Non, décembre. c'est décembre. Ok, donc c'est 15 décembre. Ok, donc pour rappeler, Axel Sola, c'est 5-0 en pro. C'est bien ça? 6. 6-0 en pro. C'est Virgile qui a 5 et Axel qui a 6. Ok, parce que j'arrive jamais à retenir son palmarès en amateur. C'est 19 victoires, c'est ça? Alors, il a En tête? une vingtaine de combats IMAF. Tu as raison, je ne suis même pas capable avec Ouais, il me semble précision que de c'est te à le peu dire. près ça, Mais 19-4, un truc comme attention, ça. il a une dizaine de. En gros, Axel, il a quasiment 40 combats amateurs. Parce C'est ça. qu'il a fait du Pankido, il a fait du Pancras, il a fait pas mal de trucs. Mais de MMA, je ne te parle pas de boxe thaï, hein, sois bien Ouais. d'accord. Il a une quarantaine à peu près de combats, puisqu'il a fait du Pankido, du Kempo. Tout ce qu'on pouvait faire à l'époque, on lui a fait faire. Moi, il a 26 ans, il va faire 26 ans, ou il vient de faire. Je vais fêter son anniversaire il y a une semaine. Je ne sais pas s'il a fait, je crois qu'il a fait 26. À partir de là, moi, je l'ai depuis qu'il a 15 ans. Donc, on a fait beaucoup de choses avant et il a une quarantaine de combats amateurs, dont une vingtaine IMAF, effectivement. Ouais, donc c'est ça. Donc malgré son jeune âge, ça fait l'un des gars les plus expérimentés hein, sur le sol français. Donc en fait, dès qu'on voit cette annonce-là, on peut se dire qu'il y aura un massacre, mais d'un côté, sur le papier, hein, je dis bien sur le papier, avant que mes dires sortent du contexte. Mais quand on regarde sur le papier, on peut se dire que c'est quand même un combat risqué parce qu'en face, c'est 4-0. Il y a à peine 1-0 en amateur du côté de Tourpal. Et en gros, on peut dire, mais qu'est-ce qu'il a gagné, Axel Sola, en allant taper Tourpal? Alors, Bah, je moi, vais te répondre. Ah, vas-y, Mika. Parle, je répondrai après à vous deux. parce que c'est ça, avant d'avoir ton analyse. Moi, en fait, quand on a annoncé ce combat, au début, j'y croyais pas. C'est-à-dire que vraiment, j'y croyais pas dans le sens où, pour moi, encore une fois, c'est mon avis, c'est qu'il y a une différence entre Axel Sola et Tourpal. Et si tu regardes ne serait-ce
sans le parcours amateur, parce que je pense que Tourpal aussi a un parcours amateur dans ses disciplines, mais pas aussi poussé que Sola. Mais tu as 6-0, donc 5-0 au Brave. Et le Brave, c'est pas une petite orga. On parle pas d'une organisation mineure. On parle de quelque chose d'aussi gros que le Ares, voire peut-être même plus gros dans certaines catégories. Et quand tu regardes les adversaires de Sola, par exemple, dès son deuxième combat, je prends souvent cette référence, il affronte un Polonais qui est archi solide, qui a 6-1 et qui est déjà en place dans le monde du MMA pro. Et c'est son deuxième combat pro seulement à Sola. Quand tu regardes le parcours de Younousov, Turpal, c'est 3-0 au Ares, et à chaque fois qu'il affronte, premier combat, c'est contre un mec à 0-0. Deuxième combat, c'est contre un mec à 0-0. Troisième combat, c'est contre un mec à 0-0. Le quatrième combat, il le fait contre un mec à 4-1. Daniel Scagliosi, là, l'Italien. Quand tu regardes le palmarès de l'Italien, je suis pas en train de mentir, hein. Première Non, victoire mais j'ai devant mes yeux, c'est contre un mec à 0-0. Le deuxième, c'est contre un mec à 0-0. Le troisième, c'est contre un mec à 1-2. Ensuite, l'Italien, il perd contre un mec à 0-1. Et ensuite, il regagne contre un mec à 0-0. Ça veut dire que pour moi, en termes de palmarès, tu peux pas comparer Axel Sola et Younousov à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai été étonné de voir que ce combat s'est monté pour la ceinture. Et j'ai été encore plus étonné de voir que dans les sondages, etc., les gens sont indécis et voient un combat équilibré. Parce que pour moi, clairement, le gros favori de ce combat, c'est Sola. Bah, il n'y a même pas de discussion en fait, là-dessus. Mais comme il disait Aldric, en fait, il y a une méconnaissance, je pense, que du circuit IMAF. Donc voilà pourquoi. Et il y a beaucoup aussi la culture de l'instant. C'est que bah, on sait qu'aujourd'hui, les frères Youssounow, hein, pour parler des deux, ils sont beaucoup mis en avant sur la sueur, qui a une grosse visibilité. Donc le grand public, c'est ce qu'ils retiennent malheureusement des fois. Tu vois, pour ce cas-là, par exemple. Ouais, mais tu Ouais. peux pas comparer un 4-0 qui Non, affronte mais que... je suis. Tu vois ce que je En veux fait, dire? écoute, si moi je prends du recul et que je ne connais ni Axel Sola ni Turpal, je me dis, mais il n'y a même pas photo en fait. Il n'y a même pas match. Donc je Alors, comprends. je vous réponds à tous les deux. Déjà, l'analyse que tu fais, Mika, alors c'est pas un manque de respect envers les fans de MMA, mais c'est une analyse qui est posée, qui est poussée, où tu vas regarder les adversaires précédents. Il faut être un peu analyste et commentateur de MMA pour avoir cette analyse-là et ce raisonnement surtout. Après, première question d'Abou, il m'a dit il y a quoi à gagner pour moi, enfin pour moi en tant que manager d'Axel. Déjà, il y a une première des choses, je ne sais pas si, mais je pense qu'il est sur les réseaux, Tourpal, je le vois souvent commenter des trucs. Moi, j'ai un très grand respect pour lui et je le prépare comme si on préparait un Dana White Contender Series ou un UFC. C'est-à-dire qu'Axel, il n'a pas encore démarré son camp, mais quand il va démarrer son camp, on a un très très grand respect pour son adversaire et on va préparer ça comme si c'était un UFC début. Parce que j'ai un grand respect pour lui. Ça, c'était le petit 1. Petit 2, il y a quoi à gagner, Abou? Je te réponds immédiatement. Je pense que quand tu construis, mon rôle, moi, en tant que manager et entraîneur d'Axel, c'est de construire sa carrière. Il y a des caps à passer. Axel, comme il avait un très, très, très gros palmarès IMAF, on a été moins regardant sur les adversaires du début. Effectivement, comme le dit Mika, le Polonais, il avait battu Samir Kadi. C'est un gars, normalement, si tu le prends sur tes débuts pro ou tu n'as pas une expérience amateur, tu le prends à ton 7e combat pro au 5e minimum. Là, on l'a pris au 2e parce qu'Axel avait déjà du recul sur des adversaires de ce type et surtout que Axel sait lutter. Moi, je l'ai eu jeune et au lieu de lui faire que du MMA, il a une grosse base de lutte. C'est un vrai lutteur, Axel. C'est pas un gars du MMA qui a bossé sa lutte. C'est un lutteur. Euh, Quand tu construis la carrière d'un athlète après un palmarès IMAF aussi riche, puisqu'il a été numéro 1 mondial pound for pound pendant plus d'1 an et demi, 15 mois pour être exact, il y a des cases à cocher. Au dernier arrêt, on a coché la case de UFC vétéran. Alors, c'était pas le meilleur des UFC vétérans, j'en conviens ici au Ibi Show, mais c'est un mec qui avait fait des combats à l'UFC, qui avait fait The Ultimate Fighter, César Alzemendia, si j'écorche Il est pas dur son au nom, mal, hein. qui était dur au mal et qui était surtout, pour moi, il y a deux sortes d'UFC vets. Il y a des gens comme Michael Lebou, par exemple, pour le citer que lui, qui sont des UFC vets, mais toujours en activité et solides et capables de casser des bouches et qui gagnent dans des organisations en dessous de l'UFC. Et tu as des UFC vets, je ne citerai pas de nom, qui arrivent pour prendre un chèque et qui viennent faire une très pâle prestation. Et ça, moi, je ne voulais pas ça. On voulait voir Axel contre un mec qui a été à l'UFC, même s'il n'a pas performé à l'UFC. Et il a coché cette case. C'est quoi la case suivante? C'est d'être champion d'une organisation reconnue
qui est si en plus tu peux être sur l'UFC Fight Pass, ce n'est que mieux. Donc voilà, ça c'est, je vais répondre à ta question, Abou. La question, demain tu me proposes Tourpal, même si j'ai un grand respect pour lui, je le prends pas hors ceinture parce que il est fort, parce que il a du mental et parce que c'est pas ce que je recherche pour Axel. Si c'était un combat intermédiaire, je le prends pas. T'as raison. Je préfère aller taper un mec qui a un peu plus de combat pour asseoir Axel sur des places Fight Matrix. Et je veux dire, là, les gens qui sont pas des experts, ils vont pas me comprendre. Mais arrivé à un moment, quand tu as 6-0, c'est soit tu cherches la ceinture du Norga, soit tu cherches à grappiller des places sur Fight Matrix et à faire un accélérateur de carrière. Donc voilà, c'est vrai que Tourpal, il est moins bien classé qu'Axel en Fight Matrix, mais il y a la toquante au bout, il y a l'or, il y a la possibilité d'être champion du Norga, et ça a son mot à dire dans l'optique d'une signature à l'UFC sur l'année 2024 et je l'avais même annoncé pour la première fois chez vous. Virgile et Axel, c'est ce qu'on cherche effectivement. Ouais. Ok, ok. Mika, pas de questions sur ça? Non, on peut passer à l'autre Moi, annonce. j'ai quand même une petite question concernant Pose. Axel, parce que je sais qu'il était prévu sur la carte du Brave, qui était à Ouais. Nantes, et finalement, bah, on a vu que le combat s'est annulé, et c'est Mika, c'est ton ami comme Anthony D qui a pris le combat à sa place, c'est ça? Ouais, Oh, mais exactement. d'ailleurs, c'est vrai qu'il l'avait annoncé sur Twitter. On Ouais. peut en savoir un petit peu plus sur Ouais, le fait bien sûr. qu'il a été. Alors, je peux pas rentrer dans tous les détails, vous aurez compris, mais globalement, je vais m'expliquer là-dessus très simplement. Euh, Fernand, c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup. Quand on a signé Axel à Arès, je lui ai dit, moi, je veux qu'il puisse continuer à combattre au bref, mais c'est pas je veux, c'est pas pour me faire plaisir, c'est que contractuellement, Axel a encore 2 combats à faire au bref, ou alors il y a une limite aussi en termes de temporalité. Ça a été, même si on se fait confiance avec Fernand, ça a été indiqué et acté, tout du moins. Sauf qu'effectivement, moi, quand le Bref me dit qu'ils viennent en France, il ne me parle pas d'une co-organisation et d'un comment dire, d'une organisation commune entre 2 orgas. Et, et voilà, et puis il s'avère que effectivement, c'était fait avec Hexagone. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais la carte, c'est la carte de ci, la carte. Moi aujourd'hui, je ne suis pas avocat. Quand il y a un litige je m'en remets à mon avocat en droit du contrat, qui nous a dit qu'effectivement, il y avait des risques. En droit, il n'y a jamais de. C'est pas une vérité le droit. C'est pas binaire, c'est pas 0 ou 1. Il y a des risques de pouvoir pas être bien sur certains dossiers. Là, il y avait des risques, donc on a préféré laisser le risque de façon à ce que Axel ne se prépare pas. Et puis même, tu vois, Arès, c'est un partenaire quand même. Donc, c'est effectivement pas une organisation 100% brève. Il y a des litiges dont je ne souhaite pas parler entre 2 organisations françaises. Point, on a préféré laisser passer, tout simplement. Ok, bah du coup, on passe à l'autre annonce. Et c'est marrant parce qu'en fait, l'autre annonce entre Shigemoto et Virgil Hogan, c'est un peu le contraire d'Axel Sola Ouais, contre Tourpal. Donc, vas-y, vas-y. allez-y, allez-y, je vous laisse. Non, Je vous non, laisse c'est bon, je voulais juste faire si l'intro, Mika mais il veut dire un truc là-dessus. Bah, c'est pareil. il est en train d'investiguer en direct, je crois, Mika. Non, même pas. Non, non, je regardais justement parce que je croyais que c'était au mois de novembre, mais c'est les deux au mois de décembre. Les deux au mois Ok, de décembre. ah, ok, Du bah, coup, ok. déjà, au niveau du coaching, ça sera à gérer. Il faudra anticiper. Ouais. J'espère que toi, tu as demandé un combat Mika, de. Mika, toi qui as l'habitude, je préfère gérer un main co-main qui s'enchaîne qu'une prépa en novembre, une prépa en décembre, hein. Ça, c'est vrai. Tu Ça, vois, pour en tant qu'entraîneur, ça- à choisir la temporalité. C'est vrai que je vais me faire chier sur l'aller-retour, mais au final, qu'est-ce qu'un aller. Je veux dire, j'ai des gens avec moi largement capables d'échauffer. Je crois que c'est Virgile qui passe en dernier, Ah, mais d'échauffer ça Axel va, ou ouais. tu vois. Mais c'est vrai que égoïstement, j'ai envie de te dire. Prépa novembre, prépa décembre, c'est vraiment compliqué, tu vois, parce qu'en plus ils s'entraînent un peu ensemble, et même beaucoup ensemble. On va faire venir des guests pour leur camp, donc non, c'est beaucoup plus facile à moi, en tout cas, à organiser, à manager sur la même date de fight que sur novembre et décembre. C'était vraiment une tannée. C'était vraiment une Et je tannée. trouve que ça va, Comain et Main Event, parce que bah, déjà, il y a un combat qui les sépare. Donc, du coup, la chauffe, elle peut se faire quasiment en même temps. Ça se suit, quoi. C'est pas comme s'il y avait un début de carte et une fin de carte. Là, ça, c'est un petit peu compliqué à gérer, non? Ouais, ouais, puis je te dis, ils font ça ensemble, ils seront à la diète ensemble, ils font le cut ensemble. Globalement, je n'y voyais que des avantages. Alors, c'est vrai que pour le coaching, il va falloir que j'arrive à faire un petit reset émotionnel,
mais c'est pas du tout un problème. Ça me fait pas peur, je l'ai déjà fait et je saurais être là pour les deux. Et quoi qu'il se passe dans l'un ou dans l'autre, on pleurera si on doit pleurer, mais plus tard. Ok, donc du Oui, coup, c'est moi, Virgil Organ, bon, je le connaissais d'avant Ares, on va dire, mais la plupart du grand public, ils l'ont connu sur Ares. Bien sûr. Shigemoto, pareil, vous en off, vous dites que vous le connaissez du SHC. Moi, je l'ai connu sur Ares et je trouvais que c'était bah, déjà, c'est un combattant super expérimenté comparé Bien sûr. à Virgil Hogan. Donc, du coup, là, comme je disais, c'était un peu le contraire du combat qu'on a cité précédemment. Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, un step up un petit peu trop grand là pour Écoute, Hogan je vais en reparler termes de mon histoire d'expérience? je vais Ouais. reparler de mon histoire de construction de carrière parce que moi, je pars surtout de ça. Shigemoto, grand combattant qui est là depuis plus de 12 ans, je crois, sur la scène européenne, qui a échoué au Dana White Contender Series. C'est l'ancienne époque. Je veux dire, d'ailleurs, les mecs qui ont révolutionné un peu ça, c'est Mika, c'est Taylor. Il y a des époques où il fallait 20 combats ou 25 combats pour intégrer la Big League. C'était comme ça. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, bien sûr que si on parle en 2010, c'est beaucoup trop tôt pour Virgile. Parce qu'on savait que, compte tenu du fait que tu signais à l'UFC avec un gros record avec plus de 15 fights, ben, il valait mieux monter step by step. C'est plus le cas aujourd'hui, Abou. Aujourd'hui, la moyenne des mecs, ils ont moins de 10 combats, les mecs qui signent à l'UFC. Et donc, Virgile, il a 26 ans aussi. Il a un palmarès amateur. Il a été aux IMAF, même s'il a effectivement moins brillé qu'Axel, parce que tout simplement, sa maturité n'était pas la sienne. Il y avait Axel, c'est un pur produit du MMA. Son oncle, Daniel, que je salue s'il regarde ce podcast, m'a fait confiance et me l'a amené. Et on l'a bidouillé et on l'a entraîné. Et lui-même s'est entraîné avec les armes qu'on lui a données. Virgile, c'est une reconversion du judo pour lequel il a fallu plus de temps parce que effectivement le sol il l'a découvert un petit peu plus tard, le striking on travaille dessus tous les jours que Dieu fait, donc il fallait un petit peu plus de temps. Aujourd'hui il a passé des steps. Euh, moi je trouve moi je pense qu'il est même plus fort que ce qu'on a vu contre Mantas, mais Mantas c'était un gros step puisque pour moi Mantas à l'UFC en striking, hein, je précise, pas dans le niveau général, mais à l'UFC il met des roustes à beaucoup de gens et je pense il est limite top 15 en striking à l'UFC aujourd'hui. Tu prends les mecs du top 15, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de mettre les gants en pied-point avec ce mec-là. C'est un arracheur de tête et il a un gros physique. Donc, oui, Abou, l'adversaire de Virgile est plus expérimenté, mais si tu dis, ben, il a 5-0, je veux le présenter parce qu'en middleweight, ça va encore plus vite qu'en lightweight. Ouais, c'est Je vrai n'ai que pas précisé ça. ça fait partie des catégories genre comme les heavyweight et les poids lourds, ouais. C'est ça. Middleweight, c'est une KT, t'amènes un 7-0 avec une défense de ceinture à Ares, t'es UFC lisable. Si tes combats sont pas ennuyeux, si physiquement tu es présent, tu es largement UFC lisable parce que ce sont des KT qui manquent de profondeur à l'UFC et on le voit. Regarde, Ikram Alisterov, il va prendre tout de suite Nassour qui est classé. Alors Donc, qu'il est 35e, il me semble, c'est du ça. classement. Je vais écorcher le nom, je vais faire mon Mika Lebou. Abus, c'est quoi Abus Abus Magomedov, il me semble. Magomedov, direct, il a eu Strickland. C'est-à-dire que tu imagines qu'Abus, à son deuxième combat, il passe Strickland, il peut faire la ceinture Ouais. derrière. Ça veut dire, en fait. Donc, voilà. C'est une KT qui est peu profonde. Donc, ça va encore plus vite qu'Axel euh, pour Virgile. Donc, non, il est temps. Il est temps d'affronter. Après, Shigemoto, c'est solide, mais quand il prend du solide, il gagne pas forcément. Et c'est pas lui faire offense que de dire ça. Je veux dire, c'est pas un mec qui a 15-0 et qui a battu des mecs qui ont fait l'UFC et tout ça, tu vois. Son destin, il l'a eu entre ses mains. S'il avait gagné au Dana White Contender Series en finissant le combat, il aurait signé dans la Big League. Il ne l'a pas fait. Donc voilà, c'est pas un mec qui est parfait dans son record. Il a des défauts. Euh, je pense que sans rentrer dans le game plan, parce que je ne l'ai même pas présenté à Virgile encore le game plan. Virgile, je lui ai juste donné mes statistiques et il m'a fait confiance. Il m'a dit de toute façon, c'est toi qui décides. Mais aujourd'hui, le gap entre les deux, c'est le physique. Un middleweight d'1m80, il y en a peu. Il y en a, hein, Gastelum, point final. J'ai répondu à une question. Mais je pense que le gap physique est important entre les deux. Virgile, c'est un vrai middleweight en termes de taille, en termes de poids le jour du combat et en termes de puissance également. Et c'est les raisons qui ont fait que j'ai accepté ce combat et c'est les raisons qui font que pour moi, ce match-up, il est aux alentours des 60-40 pour Virgile.
Et je vais revenir juste sur ce que tu disais, Ibi, quand tu disais que c'était la démarche inverse un peu dans les combats. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'Axel Sola, par exemple, si je vais sur Fight Matrix, il est classé numéro 306 lightweight, et alors que Turpal, par exemple, il est même pas classé du tout, c'est-à-dire qu'il est au-dessus du 600e ou 500e mondial, parce que quand tu es au-dessus du 500, t'es pas classé. Et par exemple, si je regarde sur Fight Matrix pour Virgil Eugène chez les middleweight, il est 265 et Enrique Shigemoto, il est numéro 130. Donc il y a à peu près 120 places d'écart. Et voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si tu regardes les palmarès de Virgil, bon bah voilà, Virgil, on le voit, c'est un pur produit qui a été fabriqué, entre guillemets, fabriqué pur produit du MMA français, entre guillemets, qui s'est fait connaître du grand public en affrontant notamment, en surfant un peu sur la vague Jackie Jeanne qui avait affronté Ah oui, c'est vrai Bouganem. qu'ils s'étaient affrontés les deux. Ben oui, c'est comme ça qu'il s'est fait Ouais. connaître, Jackie Jeanne, et c'est comme ça qu'on a connu Virgil Eugène, parce que Virgil Eugène est le seul qui a réussi à finaliser Jackie Jeanne, alors que Jackie Jeanne était sorti de la mort Mhm. avec Hugo Guillon et avec Bouganem. Bouganem. Et c'est ça qui a fait que Eugène tout de suite est monté, comment dirais-je, sur le Ares. Derrière, le Factory avait essayé de le fumer avec Mamadou Soukouma, ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, on lui a redonné Montas et Virgile s'est imposé. Donc 3-0, là on lui donne la ceinture. Donc voilà, il fait ses preuves. Effectivement, il n'a pas encore affronté de gros noms du MMA, mais en face, on a un gars expérimenté qui combat beaucoup. Mais si tu regardes pareil, si tu creuses dans le palmarès de Shigemoto, même s'il a fait des belles performances en ORS, je trouve quand même que si tu regardes bien, il y a une construction de carrière, il y a des gars qu'il a pris qui étaient forts, mais qui étaient aussi en fin de carrière. Je pense notamment à Milcar Alves, par exemple. C'est des gars qui ont fait de l'UFC, mais qui ont 0-2 à l'UFC, qui sont sur 7 ou pratiquement 12 ou 15 défaites sur leurs 20 derniers combats. Donc, tu vois, quand tu regardes en détail un peu ce qui s'est passé, tu t'aperçois qu'il y a un peu de construction de carrière quand même. Et c'est ce qui me fait dire, en tout cas aujourd'hui, que ce combat est vraiment à la portée de Virgil Eugène. Et je pense notamment que l'une des clés, ça sera, comme toi, je te rejoins, c'est le physique. Je pense que Virgil Eugène, c'est quelqu'un qui est monstrueux physiquement. On l'a vu parfois, ça pêche un peu techniquement, justement, parce que On bosse dessus. voilà, c'est des vrais axes de progression, mais physiquement, c'est un monstre. Tu le vois, tu vois, de la même manière qu'un Baki, par exemple, est un monstre pour un 77, Virgil Eugène est un monstre pour un Et 84 pour rappeler, physique. il me semble qu'il a combattu dans trois catégories différentes, hein, poids lourd, light Bien vu. heavyweight et middleweight. Donc, Bien vu, Abou. Bah, mm. je cache pas, hein, Virgile, c'est un garçon qui, s'il fait pas attention, dépasse les 100 kilos. Pas de beaucoup, hein. On va dire, allez, flirte avec les 100 kilos, mais flirte positivement. C'est-à-dire qu'il est au-dessus des 100, il est capable de faire 102. Alors moi, je veux plus, je veux qu'il fasse attention, et je veux plutôt qu'il soit aux alentours des 96, tu vois. Mais ouais, Virgile, sans aucun problème, il est pas gras hein, à ce poids-là. Il est pas gras à ce poids-là. Physiquement, il a un physique énorme et on bosse dur. Et Virgile, c'est un gros bosseur sur la boxe et crois-moi, il va en sur. Moi, je l'ai trouvé très bon. Hein. Je suis pleinement satisfait du combat contre Mantas. Et malgré ça, je pense que c'est pas un Virgile à 100%. Il avait, il a été touché d'entrée, donc il y avait un peu plus de retenue. Il est déjà capable de faire beaucoup mieux de ce qu'il a fait contre Mantas. Et au mois de décembre, il sera encore mieux, parce qu'on aura fait le camp qu'il faut. On s'entoure de sparring qui vont le tirer vers le haut là-dessus. Et on a très bien défini les champs de progression, que ce soit pour le sol où Samuel Monin va me donner un gros coup de main, puisque pour moi, c'est vraiment un des meilleurs à ce poids-là. Et il y aura des guests aussi pour le camp de Virgile. Il y aura peut-être une personne qui a déjà fait Arès. Enfin, non, il y aura pas peut-être, il y aura certainement et sûrement à 100% une personne qui a déjà fait Arès et qui est gratifiée d'un excellent striking et qui a déjà été le sparring de Hamza Chimev. Ok. Attends, j'ai réfléchi, mais j'ai pas trouvé là sur le Mika, il coup. a percuté de suite. Non, mais, ok. Et après, bon, en tout cas, juste pour revenir sur l'ORS, quand même, je suis content qu'ils reviennent. Ça nous manquait un peu. 17 novembre, il y a 3 ceintures. Tu vas Enfin, il y a pouvoir 2 gruger à ceintures. nouveau. C'est comment dire, Baki qui affronte Clint Hammer, ça va être un beau combat. Et Gros Hyde, combat, ça. Hein. 10 secondes, ça ne me regarde absolument pas. Je n'ai aucun rapport de près ou de loin avec Baki, juste je l'apprécie beaucoup. Et les gens, ils disent qu'il prend un plombier. Mais les gars, Clint Hammer, c'est un mec qui vit dans une caravane
pour pouvoir s'entraîner tous les jours. Ah, mais Non, même il faut. Klinkhammer, c'est clairement le plus gros nom qu'il va affronter Ah oui, Bah, depuis bien tout le début de sûr. sa carrière. Par exemple, si aujourd'hui on prend Klinkhammer ou je vais pas me faire des amis ou Cédric Doumbé en termes de MMA compétences, Ouais. Klinkhammer c'est un couteau suisse. Le mec sait tout oui. faire. Ce que Après, je veux dire, excuse-moi. En plus, on m'a beaucoup reproché de couper la parole, Mika, donc je vais me faire un petit peu gronder. Je te laisse finir. non, non, mais c'est juste ça. C'est juste que je veux dire que Bessangour, là, il affronte le plus gros défi de sa carrière. Et Klinkhammer, pour moi, c'est le prétendant logique à la ceinture. Bien sûr. Soit tu mettais Ibramane, soit tu mettais En fait, Klinkhammer. ouais, Comme... il y avait les trois là ouais. Non, non, mais Ibra aussi. Moi, j'aime beaucoup Ibra. Il était légitime. Après, ils sont du même club, du même Voilà, c'est ça. management. Donc, Enfin, bref. Mm. et en tout cas, il y aura Mustafa Aïda contre Aboubakar Younousov. Donc, ça va être aussi un bête de fight. Et pareil, encore une fois, les Younousov, pour moi, ils prennent que ce soit le Aboubakar Younousov qui prend Mustafa Aïda ou Axel Sola qui prend Younousov Turpal. Pour moi, les deux Younousov sont challengers sur ces combats. Donc, on va voir si ça leur donne raison ou pas. Mais hâte en tout cas de voir ce qui va se passer sur le RS novembre et décembre. Et là, je te propose de passer vite fait sur le combat Zebo-Doumbé, parce que je sais qu'il nous reste 10 minutes. Et nous, on a déjà débriefé un peu avec AB là-dessus. Et j'aurais voulu avoir ton analyse. Et d'ailleurs, le public, je sais qu'il attend ton analyse. Et donc, on veut savoir ce que tu penses un peu de ce combat. Moi, je me suis fait gronder déjà en parlant de ça, mais c'est pas grave. Je n'ai pas peur d'être grondé sur les réseaux Ah, on sociaux. a Et, l'habitude hein, maintenant. et, et je vais être très franc, comme je fais toujours avec vous. Non, je n'aime pas Cédric Doumbé, la personne, mais j'admire vraiment le fighter du Glory. Je l'aime beaucoup. Euh, Quand je dis j'aime pas la personne, non, j'aime pas la personne. Je le dis franchement. Et puis si ça plaît pas, tant mieux. Vous viendrez me voir, hein. Moi, je suis sur tous les gars là. Moi, après, ceux qui sont pas d'accord avec ça, vous avez le droit de venir me dire. Mais vous venez jamais hein, pour m'insulter. Bref, c'était une boutade, bien évidemment. Donc, j'ai un grand respect pour Cédric, le combattant. Mais clairement, pour moi, Jordan a des armes et je vais les citer très rapidement. Jordan Zebo, c'est un vrai welter, déjà pour commencer. C'est-à-dire que moi, Cédric, ses problèmes de poids et le fait qu'il fasse pas de poids, et je vois, c'est pas shape. C'est-à-dire que un mec qui arrive, il se doit d'avoir le pourcentage de masse grasse le plus bas possible, il se doit d'avoir euh, euh, voilà, cette nouvelle génération de fighters français, les Baki, les Zebo, on dit ce qu'on veut, c'est des vrais Walter. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils font 88 jours de fight. Et ça a son importance dans ce que je dis, parce que surtout quand ta win condition, c'est la préhension. C'est-à-dire que aujourd'hui, Jordan, si je dois le mettre dans le même panier, c'est dans le même panier que les Virgil Hogan, même il est plus jeune encore, mais c'est des mecs quand même qui sont capables de progresser entre les combats. C'est des mecs qui sont bien entourés, à qui ont des bons sparring, et surtout qui sont capables de ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Et bien évidemment, il ne va pas faire un combat d'anglaise avec Cédric Jordan. Ouais. Et s'il fait ça, effectivement, il peut perdre un œil. Et c'est clair et net. Après, moi, je veux voir. J'ai beaucoup de respect pour l'entraîneur. Mince. Tiens, le mec qui dit qu'il a beaucoup de respect. Et voilà, Boris Johnstop. Et c'est un ancien, il est plus ancien que moi encore dans le game. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas démarré ma carrière que lui, il combattait déjà. Donc Boris, on a d'ailleurs rigolé ensemble au dernier Ares où il était là. Et quand il dit il s'est entraîné en MMA, il est dur à faire tomber, je réfléchis même pas. Je crois Boris. Par contre, Jordan, je l'ai eu en équipe de France Ouais. IMAF. Ce petit, il est calme, il est capable de réfléchir, il a des qualités physiques et athlétiques exceptionnelles et il bosse. Donc quand on met tout ça bout à bout, euh, effectivement, Cédric, il est parti dans un jeu qui maîtrise à la perfection le trash talk, qui lui met la pression. Je pense que ça ne marchera pas, mais le seul moyen de le savoir, c'est le 30 au soir. C'est vite, hein, maintenant c'est dans 3 jours. Mais si Mais Jordan est capable de faire son combat, vas-y, Vika. non, juste j'allais dire pour le trash talking de Cédric, j'ai vu la vidéo euh, avec quand il fait l'interview Ouais, de il a l'IA là, avec de la la sœur sueur de de Jordan. Zebo Ouais. et tout, post-interview ici. Ah, mais de la défaite et il revient. Écoute, je me suis tordu, Non, mais moi tordu, aussi, j'en ai mais rigolé vraiment. j'ai Et puis c'est dur, pleuré. ça doit être dur quand même pour Jordan, Ah, quand ça même. doit Je être pense dur. qu'il le gère Moi, très bien, mais c'est dur. C'est dur. Bah franchement, ouais. moi, je donne mon avis, hein. En plus, Adric, toi-même, tu l'as déjà vu, enfin, tu l'as côtoyé aux IMAF. Je vous jure que j'ai l'impression, on va dire que je suis pas objectif, que ça ne l'atteint pas. Moi non plus. Vous le voyez toute l'année au Factory, je vous jure, il arrive.
il fait ses coachings, il fait ses entraînements. Et même lorsqu'on est dans la salle à parler, le mec, il est sur le côté, il fait son sac. Tu l'entends pas, il mange, il prend son goûter. Les gars, je vous Non, jure non, mais qu'il est oui, vraiment dans il sa est très bulle. détaché. Vraiment, Mais, ouais, mais, exactement. mais, Ouais. mais ça, Abou, pour être sûr qu'il n'a pas été impacté, on pourra le dire, je sais pas, le main event, il va être à 23h. Donc, à 23h17 ou 20, on sera capable de dire s'il a été impacté ou pas. Mais effectivement, moi, je le trouve détaché, je le trouve. Il a sa route. Moi, Jordan, il était il faisait la queue dans mon bureau à 22 heures, enfin dans mon bureau non, dans ma chambre d'hôtel à 22 heures pour me dire qu'est-ce qu'on fait comme game plan demain, coach. Voilà les vidéos de mon adversaire que j'ai réussi à me procurer. Ce mec-là, il est en mission. C'est son rêve qu'il veut accomplir. Il a les qualités. Moi, je pense sincèrement qu'il a les qualités athlétiques pour emmerder Doumbé. Après, Clairement. effectivement, c'est un striker. Une saccharine qu'il n'a pas vu venir, il peut coucher n'importe qui. Et ça, je te dis, je le redis, l'athlète, moi, j'en suis fan. Donc, il a le KO power, il frappe, je pense, il frappe comme un mec de KT au-dessus. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, Cédric, il frappe comme un mec de 90 kilos. Maintenant, il y a des paramètres en MMA. On a souvent ce mot cardio, cardio, cardio. On va rentrer un peu dans le détail rapidement d'analyse. Il y a le cœur, la respiration et il y a la résistance musculaire. Et on Musculaire, ouais. sait là-dessus que Jordan, il va y arriver, il sera prêt. C'est 15 minutes. S'il faut qu'il pousse comme un âne pendant 15 minutes, il est capable de le faire, Jordan Zebo. Il nous l'a montré. Il nous l'a montré. Et moi, si on fait de l'analyse, j'ai bien aimé ce que tu as dit, Mika, sur l'analyse des adversaires, l'analyse des combats, et on écarte un peu le trash talking, on va rester cartésien. C'est-à-dire qu'on va rester mathématique. Moi, je sais, en voyant un Jordan, qu'il est capable de pousser pendant 15 minutes et d'avoir un rythme durable malgré sa masse musculaire. Il sait oxygéner ses muscles et il sait être durable là-dessus. Si je regarde le dernier combat de Cédric, allons chercher sur des trucs récents. Le dernier combat de Cédric au MMA-GP, ben, il n'a pas montré la même durabilité. On le sent légèrement usé à l'entame du deuxième. Alors, il est usé, mais il est capable de mettre un KO. OK, vu et Ça, validé, mais c'est un pouvoir magique qu'il a, on va dire. c'est ça. Mais tu sens qu'il est émoussé. Et en face, si on fait un comparatif d'athlète, c'est pas le même athlète que Jordan Zebo. On est tous d'accord, je pense, là, pour dire ça. Athlétiquement, physiquement et cardio, Zebo est au-dessus, que ce soit en résistance musculaire ou en cardio. Et techniquement Après, aussi, hein, fallait voir les takedowns qu'il allait de loin. la deuxième réalité, c'est que le game plan que va devoir mettre Zebo nécessitera forcément plus d'atouts physiques et athlétiques que celui de Doumbé. Ça, c'est une évidence. Après, voilà, c'est toujours pareil. Doumbé, il va devoir boxer avec la peur d'aller au sol. C'est pas la même chose. Si ses fesses, elles touchent le sol une fois, il va devoir boxer en ayant fait l'effort de se relever. Là aussi, Exactement. c'est plus pareil. Et donc, c'est ça qui est excitant dans ce combat, c'est qu'on sait que l'autre, il a un pouvoir magique, mais on sait qu'à tout moment, son cardio, il peut lui jouer des tours si Zebo arrive à mettre en place son game plan. Et si Zebo arrive à mettre... Enfin, c'est tout ça qu'on attend de voir. Et moi, comme je l'ai dit, je vois un 60-40 pour Doumbé parce que d'une, il a ce pouvoir magique et deux, il a l'habitude des très, très grands rendez-vous. Et même si aujourd'hui, on a le sentiment que ça n'atteint pas Zebo, tout le trash talking et tout, quand je vois l'effervescence qui se passe autour de ce combat, je me dis quand même, en fait, on peut dire ce qu'on veut sur Doumbé, mais c'est incroyable. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on regardera le combat. Qu'on apprécie ou pas le personnage, on regardera le combat. Certains parce qu'ils seront curieux, d'autres pour le voir gagner et d'autres pour le voir perdre. Mais tout le monde sera à la télé. Je te rejoins et pour les gens qui n'ont pas l'ancienne culture MMA, regarde, je vais faire un comparatif vite fait, pourtant ça n'a rien à voir. Hein. Regardez BJ Penn, Georges Saint-Pierre. Pourtant, BJ Penn, c'est un mec qui vient à la base du jiu-jitsu mais qui tape très fort. Et Georges, c'est un des garçons les plus polyvalents qui a été donné dans le monde du MMA. Et malgré tout, dans le coin de Georges, je sais parce que j'ai très légèrement participé à ce camp, et ils avaient identifié la dangerosité de BJ Penn sur son anglaise et en plus le fait qu'elle soit peu orthodoxe ou non orthodoxe. Et ils avaient très peur de ça, de se faire toucher, de se faire coucher. Et du coup, bah, il a accepté de faire un combat sale, genre. C'est-à-dire qu'il a dit, bah, je vais le coller dès le début. Pourtant, les gens vont pas être contents. On sait que l'UFC, c'est un sport spectacle. Et ils attendent de Georges, ils attendaient plutôt des Superman punch, des jabs et des coups de pied high kick, tu vois. Et malgré tout, Georges, il a eu
les couilles, entre guillemets, de faire un premier round assez sale, dans le sens où il a collé, il a beaucoup fatigué la ceinture scapulaire, les épaules de BJ, qui a rendu son niveau de dangerosité et sa capacité d'extinction sur un coup plus faible. Et à ce moment-là, Georges a pu développer et gagner ce combat d'une façon écrasante. Mais je pense que il faut juste pas se tromper de combat. Si Jordan est capable de faire un dirty fight vraiment, quitte à se faire siffler, parce qu'on sait, Cédric, c'est une star. Il a une grosse communauté et je crois qu'il y aura 4500 personnes, je crois, dans la configuration de la salle. C'est ça? Je pense que ça sera full en tout cas. Et que 2 tiers seront pour Cédric à mort. Voilà. Et les gens vont peut-être siffler. Peut-être qu'ils vont le traiter de naze. Peut-être qu'ils vont siffler pendant ces 2-3 minutes où il va faire du cage control, où il doit, à mon avis, d'après moi, hein, ça n'engage que moi ce que je dis. Moi, je pense qu'il doit fatiguer physiquement les épaules. Il ne faut pas le lutter d'entrée parce que je pense que il doit avoir un bon rôle à l'image de ce que tu disais au sujet de Manon et de Fiziev. Je pense que ce mec-là est explosif et que tu t'attaques Franco, si t'es pas dans le timing, tu prends un frigidaire dans la tête sur le sprawl, c'est une évidence parce qu'un mec qui frappe aussi fort, il a forcément des hanches. Par contre, est-ce que sur le cage control, tu es capable de le fatiguer? Assurément oui. Moi, je ne vois pas encore le niveau technique d'un Cédric Doumbé capable de faire du two-on-one et de s'extraire sur un côté à l'image de ce que sont capables de faire les top wrestlers anti-lutte plutôt de l'UFC. Je pense qu'il n'a pas encore ce niveau technique et c'est normal puisqu'il a commencé plus tard. Et je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer là-dessus en étant capable d'être sale dans le sens peu spectaculaire en tout cas et besogneux. Bon, voilà, on va finir sur ça. Et juste, je voulais rappeler aussi un deuxième combat qui peut faire référence à ce combat. On l'avait vu quand Conor McGregor a affronté Khabib. C'est Khabib qui a réussi à toucher durement Conor McGregor. Pourquoi? Parce que Conor, il a été éreinté par la lutte et surtout, il s'attendait à ce que Khabib lutte et il ne boxait plus de la même manière. Et c'est tout ça, en tout cas, qui va faire que le combat va être excitant parce qu'on renoue un peu avec les jeunesses du MMA, à savoir quel est genre le sport qui va réussir à prendre le dessus. Et là, si on caricature, on a un peu la lutte face à la boxe, mais en gros, là, on a plus un gars qui maîtrise le MMA dans sa globalité face à un prodige du pied-point. Et j'ai hâte de voir ça. Ben moi, les gars, je rajouterais juste que Mickaël a réussi à écorcher le nom de Khabib en disant Habib, mais bon, Mika, faut le faire quand même. Oh, Abou, il a fait bien pire, t'abuses là quand même. Ouais, mais là, il a fait pire franchement. sur du simple. En tout cas, hâte d'être le 30, c'est le samedi 30, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais dans 3 jours. Hâte d'être le 30. Est-ce qu'on se croise là-bas, les gars? Adric, il Moi, sera? normalement, ouais, j'y serai. Possible. J'aurai la confirmation demain, mais très possible. Ok, mais écoutez, au plaisir en tout cas d'avoir réuni ce trio. On se dit Grave. à la prochaine et le plus rapidement possible, monsieur. Un grand plaisir d'avoir fait ça avec vous, les gars. Bonne soirée. Salut à tous. Ah, les gars.